bienvenue à Classico, votre émission 100% foot le lundi soir sur Radio J. Merci de nous rejoindre ce soir. C'est un bonheur de vous retrouver. Classico épisode 12 à suivre sur les sites et applications de Radio J et en vidéo sur Facebook et YouTube. Autour de la table, le carré magique du soir est en place. Bonsoir Mickaël Tapero. Bonsoir Steve. Directeur de la Sports Management School. Je salue également Alexandre Darmon, journaliste et youtubeur, créateur de la chaîne Indécis. On verra si tu le seras ce soir. Salut Alex. Bonsoir Steve, bonsoir à tous. Bonsoir également à Benjamin Krief, avocat en droit social. Ça va nous servir tout à l'heure. Salut Benjamin. Tout à fait, bonsoir à tous. Et puis nous sommes heureux d'accueillir ce soir le rédacteur en chef de SoFoot, Javier Prieto Santos. Bonsoir Javier. Bonsoir Steve, merci de prononcer très bien mon prénom. J'avais pris LV2 en espagnol. Franchement. Je précise parce que il est souvent écorché et là ça me fait vraiment plaisir. Merci d'être reconnaissant de cette belle prononciation. Bonsoir à vous et merci d'avoir choisi d'être avec nous ce soir dans Classico. On parlera tout à l'heure du formidable hors-série de SoFoot consacré à Diego Maradona. Classico ne prend pas de vacances et ça démarre tout de suite. 99 points positifs, mais oui, voilà, on cherche le centième, on doit trouver des problèmes et des choses, et voilà, il n'y a pas de problème, on a gagné. On connaissait la jurisprudence Antoine Camboire. Il faudra désormais se souvenir de la jurisprudence Tuchel. L'entraîneur allemand du Paris Saint-Germain a été débarqué dans la nuit de mercredi à jeudi dernier après une victoire contre Strasbourg. On parlera dans quelques minutes de son successeur Mauricio Pochettino. Mais avant cela, comment jugez-vous, messieurs, cette décision de la direction parisienne? Était-ce à la fois le bon choix et le bon moment? Javier? Le bon moment, certainement pas. Parce que Tuchel, malgré un style de jeu qui faisait débat, était quand même venait de se qualifier en Ligue des Champions. Je pense pas que ce soit le feu au Paris Saint-Germain au point de devoir virer un entraîneur qui malgré tout pouvait encore espérer remporter le championnat, chose qui arrive. Aller avec lui jusqu'au bout de la saison. Je pense, ouais. Généralement, les grands clubs changent pas d'entraîneur comme ça, et surtout, il avait le meilleur ratio de points de l'histoire du PSG, je crois. Alors voilà, c'est 62 victoires en 82 matchs de Ligue 1, 2,37 points par match, meilleure moyenne avec Unai Emery, 75,6% de victoires en championnat, ça c'est un record historique. Donc effectivement, il était quand même au moins au niveau du championnat extrêmement compétitif avec son équipe. Mais outre les stats, je pense que c'est plus une décision politique que sportive. Il y a des voix qui disent que le vestiaire était pas en phase avec Tuchel, d'autres qui disent le contraire. Moi, j'ai surtout entendu que le vestiaire était plutôt content du départ de Tuchel, mais je pense que Tuchel aurait fait son travail correctement jusqu'à la fin de saison et qu'il n'y avait pas feu au lac. Mauricio Pochettino, s'il devait venir, parce qu'apparemment on parle de lui, je pense qu'il aurait pu attendre encore quelques mois et puis la transition serait faite plus naturellement. Là, on a l'impression qu'ils se mettent dans une crise tout seul, en fait. Benjamin ? La forme est absolument incompréhensible. Qu'est-ce qui justifiait l'urgence extrême de débarquer immédiatement Tuchel? La trêve après un match gagné, après une qualification en Ligue des Champions. Je le répète parce que tout le monde l'a déjà oublié, à 6 mois quand même d'une finale de Ligue des Champions, même si on va nous dire que c'était particulier, que ça compte pas. Voilà, je pense qu'on n'a jamais respecté ce coach au Paris Saint-Germain. Sincèrement, je pense que Leonardo n'a pas joué le jeu du club. Tuchel avait raison de dire qu'il sentait que la première occasion il allait se faire dégager par Leonardo. Il avait bien raison. Voilà, on n'a jamais respecté ce coach. Là, on en revient sur la forme. Qu'est-ce qui justifie que Tuchel et son staff doivent repasser au camp des loges le soir après le match pour récupérer leurs affaires? T'es sur la forme, hein? On est sur la forme déjà. Non, mais parce que la forme, elle compte quand même. Elle est assez impropre, humiliante, vexatoire. On peut la qualifier comme on veut. Encore une fois, le premier coach de l'histoire qui nous a qualifié en finale de Ligue des Champions, il est parti du club en devant repasser la nuit le soir avec son staff pour récupérer ses affaires. Voilà, on a dit ça, je pense qu'on a bien posé le problème. Non, mais c'est une entreprise et beaucoup de choses. Dans une entreprise, tu fais jamais ça, Alex. Tu passes pas la nuit à récupérer tes affaires. C'est pas le même genre d'entreprise dont je parle. Il y a beaucoup de choses qui justifient le départ de Thomas Tuchel à la trêve. Enfin, je veux dire, la forme, Alex, sur la forme. Mais la forme, le timing. Enfin, c'est un club comme le Paris Saint-Germain. On n'est pas là pour faire du sentimentalisme. Il n'en a pas fait lui quand dans son interview la veille, un magazine allemand, en disant que il fait plus son métier, il est plus heureux. Enfin, il y a un moment, il faut quand même redescendre sur terre. Il y a beaucoup de choses qui justifient son éviction. Peut-être que sur la forme, c'est peut-être un peu maladroit, peut-être même beaucoup maladroit, mais il faut pas retenir que ça, les amis. Enfin, franchement, je comprends pas qu'on s'arrête sur la forme. Lui, sur la forme, quand il parle à des journalistes, il leur parle mal. Est-ce qu'on en fait toute une histoire? Mais non.
Mais il leur parle pas. Enfin, excuse-moi, je te coupe. Javier. Il leur parle pas mal. Je trouve que, en fait, Tourelle, il se défend. Les questions qu'on lui pose, on les poserait pas à d'autres coachs. On lui pose des questions incisives et pour le déstabiliser, parce que c'est le coach du PSG. Mais je suis d'accord avec mon camarade de droite. C'est-à-dire qu'avec Benjamin, ça a été le premier coach de l'histoire du PSG à atteindre une finale de Ligue des Champions. Alors tout n'a pas été parfait, et tout n'est pas parfait. Loin de là. Moi, il m'a déçu sportivement ces derniers mois, mais je trouve que le PSG ça le grandit pas. C'est un club qui a besoin de stabilité. On a l'impression qu'il cherche toujours des histoires, qui a toujours c'est un puits de polémique. Le FC Hollywood français. C'est un peu le FC Hollywood, mais une caricature en fait. Ce que tu as dit, je trouve c'est très intéressant. C'est que ça, pardon, Mickaël, c'est que ça fait vraiment pas grand club. Pour le coup, Exactement. Dans des grands clubs, j'ai pas souvenir d'avoir vu ça dans un grand club où du jour au lendemain on doit débarquer sans qu'il y ait un événement particulier. Et c'est vrai qu'on est en train d'essayer de construire un grand club et rêvons plus grand et autres. Et c'est vrai qu'avec des décisions comme ça qu'on a déjà vues avec les anciens coachs, bah là on peut se poser des questions, alors que d'habitude je m'en pose franchement pas sur la direction sportive. On peut se poser des questions sur quel est le projet des propriétaires du club. Les amis, sérieusement, on est dans Classico, c'est une émission sur le foot. C'est vrai que dès qu'on parle du Paris Saint-Germain, on a l'impression qu'on est sur une émission politique. On n'a rien à voir avec une problématique sportive. On va pas parler de résultats, on va pas parler on va reparler de gouvernance. Est-ce qu'on va reparler de gouvernance encore? On va juste se rendre compte que c'est un club qui aujourd'hui est très difficile à gouverner parce que vous avez systématiquement des managers qui vont faire de l'ombre à d'autres managers. Aujourd'hui, le poste le plus difficile à avoir au monde, c'est d'être entraîneur du Paris Saint-Germain parce que vous ne maîtrisez pas votre recrutement, vous avez à subir les stars d'avant et vous avez un directeur sportif qui tire pas dans votre sens. Donc c'est extrêmement difficile. C'est la raison pour laquelle Tuchel était totalement désabusé, notamment auprès des journalistes. Et c'est la raison pour laquelle aussi il a parlé de politique. Il a dit qu'à un moment donné, son rôle était un rôle politique. Et d'ailleurs, ça lui a coûté très cher. Mickaël, si on devait comparer la situation de Tuchel à celle de Zinedine Zidane au Real Madrid, qui est aussi un club extrêmement politique, on voit que Zinedine Zidane est très régulièrement critiqué par les journalistes, même s'il a, malgré ses titres qui sont un peu plus nombreux que ceux de Tuchel, mais on a l'impression qu'il prend en compte la dimension aussi politique de sa fonction. L'institution, il prend en compte c'est un club de foot. Non mais attendez, quand on regarde du job, autrement dit. Bah oui, exactement. On va parler de terrain, parce que vous dites qu'on parle jamais de terrain. On parle terrain, il perd 5 matchs en début de saison. Il perd contre l'OM. Il perd à domicile. Contre Monaco et nul à Lille. Il perd 2 matchs en Ligue des Champions. Il nous place un Marquinhos en milieu de terrain. On comprend pas pourquoi. Personne ne comprend pourquoi. Et il nous met Danilo Pereira en défense centrale. Personne ne comprend non plus pourquoi. Donc placement hasardeux. Et après, si tu veux parler hors terrain, il critique le club, l'institution la veille. Je suis désolé, aux journalistes, quand il leur dit faut avoir les cojones pour aller leur parler eux. Non, on fait notre taf. Quand on est journaliste, on pose des questions, on est là pour ça. Ça le dérange, pas de problème, mais on est là pour ça. Après, il parle de l'institution. J'ai pris des notes, tu vois. Il a critiqué notamment le mercato. Il a critiqué le mercato. Et puis, c'est quand même une grosse personnalité, Thomas Tuchel. C'est pas la première fois que ça lui arrive avec une direction de club. Je vous rappelle quand même qu'il a quitté Dortmund parce qu'il était pas d'accord avec la direction. Il a le droit. Moi, c'est ce que j'appelle un accord à l'amiable. À partir du moment où tu dis, la veille d'un match contre Strasbourg, j'ai l'impression de plus prendre de plaisir à faire mon métier, à plus entraîner comme avant et à faire que de la politique. Bah écoute, il a pas exactement dit ça. Il a dit les 6 premiers mois. Il a dit les 6 premiers mois, j'ai eu l'impression d'être ministre des Sports. Mais bon, c'est normal. Mais c'est normal et c'est vrai. C'est PSG. C'est une faute grave. Bah oui. Non, c'est pas du tout une faute grave. Et d'ailleurs, si on peut parler un tout petit peu sur le plan juridique, c'est absolument pas une faute grave. En fait, dans le sport professionnel, les joueurs, les entraîneurs signent des CDD, donc ils doivent aller jusqu'à leur terme, sauf faute grave ou accord des parties. Et donc là, c'est la deuxième option qui a été visiblement trouvée, puisque les parties ont trouvé un accord. L'accord, c'est quoi? C'est qu'ils vont payer les salaires, les primes de tout le staff jusqu'à la fin du... entre 7 et 8 millions d'euros. Voilà. Mais c'est là où on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est là où je m'interroge franchement sur la politique sportive du club. C'est même économique aussi. On a vu la même chose avec Laurent Blanc. Le PSG a payé, je sais plus, c'était 22 millions à Laurent Blanc. Là, tu payes 7 millions. On annonce un déficit du PSG à la fin de saison de 200 millions d'euros. Donc c'est là où, encore une fois, comme sportivement, tu disais, Alex, moi, je l'ai pas oublié et je m'en rappelle, et je pense que nous aussi, enfin, supporters et dirigeants du club, faut prendre un peu de recul. Quand tu viens de finir une finale de Ligue des Champions, que c'est une saison très particulière, que t'as le Covid, que t'as beaucoup de blessés,
tu peux peut-être laisser un petit peu plus de temps et de crédit à ton entraîneur qui a respecté, en tout cas à la fin de la saison, la moitié de son contrat. T'es qualifié en Ligue des Champions, tu finis premier. En championnat, ça ronronne un petit peu, mais tout le monde sait. Un petit peu, il gagne pas un match important. C'est loin d'être un idiot, Thomas Tuchel. C'est un très bon coach, il va rebondir, on est tous d'accord. Est-ce que c'est un très bon coach, justement? Moi, je pense que c'est un bon entraîneur. Parce que moi, il m'a déçu. Très sincèrement, je pense. On parlait de lui comme du successeur de Klopp, comme quelqu'un qui pratiquait, qui avait une philosophie très offensive. On a parlé beaucoup du gegenpressing du au style, début, le style de jeu, l'identité collective exactement. de ses équipes. Mais c'est quoi l'héritage de Tuchel aujourd'hui? Il y en a pas vraiment en fait. Non, malheureusement, à part les stats, à part les résultats. C'est tout ce qu'il lègue au PSG, c'est-à-dire que ça restera le premier et le seul coach pour l'instant à avoir atteint une finale de Ligue des Champions, très bien. Mais c'est vrai moi personnellement, il m'a beaucoup déçu. Mais on pouvait finir l'année avec lui. Je pense que le PSG aurait été champion de la même manière, clairement. Et je pense que le PSG aurait pu faire une bonne prestation également en Ligue des Champions, parce que tous les clubs sont dans un état pitoyable. Ils vont affronter le Barça, mais il faut voir le Barça, c'est carquefou là, le Barça. Je suis d'accord avec toi, c'est incroyable. Après, tactiquement, il est pas mauvais, c'est peut-être pas le meilleur coach, mais il fait des bons changements. Il avait des bonnes idées au début. Il a déraillé. Je pense qu'il a tout simplement déraillé. Il faut se rappeler du début, il avait commencé avec 14 victoires consécutives. On a apprécié son jeu. Et rappelez-vous le manager que c'était, voilà, et avec les joueurs. On a vu des scènes où les joueurs lui sautaient dans les bras, avec des scènes de liesse, tout le monde l'adorait, il souriait avec tout le monde. On disait voilà, il arrive à gérer les stars. Et moi, c'est ça, je pense qu'il faut ce sur quoi on doit s'arrêter, c'est qu'est-ce qui s'est passé. Franchement, moi, j'ai pas. Est-ce que c'est pas la rupture, c'est pas le match contre l'élimination contre Manchester? Complètement. Tu parles avant et après, 2018-2019, ouais. On a l'impression que c'est ça un peu. Je crois pas, parce que encore une fois, je crois pas, puisque pendant le Final 8, ils ont réussi à créer une espèce de bulle autour d'eux, et on peut pas dire qu'il était extérieur à ça, c'est pas vrai. Ils ont réussi donc à créer cette bulle. Il a réussi à créer cette bulle et à avoir donc un résultat avec une vie de groupe. On voyait Neymar super bien vivre dans le groupe, donc je suis pas sûr que ça date de là. Moi je crois qu'il y a une vraie dégradation depuis la rentrée, peut-être une fatigue qui s'est accumulée, des blessés, les journalistes de plus en plus sur son dos, et ça s'est dégradé très vite en fait. La rupture, ça s'est vraiment dégradé avec l'arrivée de Leonardo. On sait tous qu'il a jamais eu le béguin pour Tuchel et qu'il a toujours voulu, ou en tout cas qu'il a toujours cherché en coulisses un futur coach pour le Paris Saint-Germain. Bon bah voilà, il a activé le bouton siège éjectable et c'est pas vraiment une surprise. Mais ça se passait pas super bien avec Antero Henrique, le prédécesseur de Leonardo. Ça se passait un peu mieux, mais dès que Leonardo est arrivé, on s'est tous dit entre lui et Tuchel ça va pas le faire. Et aujourd'hui on voit que c'est ce qui s'est passé. Mais le problème c'est que tout à l'heure on parlait du PSG politique, mais tous les grands clubs sont des Game of Thrones quelque part. Vous parlez du Real Madrid, on a parlé du Real Madrid il y a 2 secondes. Le Real Madrid, il y a Zidane qui gagne 3 Ligues des Champions, c'est une légende du club comme joueur, et le mec il perd contre Cadiz ou je ne sais quoi, et il est sur un siège éjectable. Oui, donc forcément que tu c'est l'apanage des grands clubs en fait. À la grande différence que là on parle d'institutions comme le Real, comme le Bayern, et que l'air de rien, on a un club avec le modèle QSI qui existe que depuis 2012, et ils ont tiré un plan sur 10 ans. On y arrive bientôt. Il y a la Coupe du Monde au Qatar, et ça c'est très important. C'est pas du tout la même politique. Là, on est sur une politique de soft power, alors que on le sait très bien, le Real Madrid c'est le club du roi, le Barça c'est le club des Catalans. Il y a une lutte énorme, mais d'un point de vue idéologique presque, mais historique. Là aujourd'hui, il n'y a pas de lutte avec le Paris Saint-Germain. Il y a juste une façon de vouloir s'imposer dans le royaume des grands clubs. Mais on en est très très loin. La preuve, c'est que en fait, on ne parle que de politique politicienne ou de soft power. C'est intéressant de voir que, quel que soit l'entraîneur, quel que soit son système de jeu, de toutes les manières, on arrive toujours au même problème. C'est-à-dire un problème à la tête, un problème en haut de la pyramide, où quelque part, il va y avoir des donneurs d'ordre à Doha, qui ne sont pas présents à Paris, lesquels ne sont pas d'accord avec le vestiaire et lesquels ne sont pas d'accord avec le directeur sportif. C'est très difficile d'accorder tout ça, et pour ma part, j'estime aussi que d'un point de vue sportif, c'est extrêmement difficile de maîtriser un vestiaire lorsque l'on n'a pas choisi. Et lorsque vous avez, quoi qu'il arrive, des titulaires de droit divin qui sont des stars et qui, quoi qu'il advienne, sont sur la feuille de match, c'est extrêmement difficile pour un coach comme Tuchel, à mon avis, de pouvoir générer quelque chose d'intéressant d'un point de vue. Donc il faut un entraîneur qui serait manager général comme en Angleterre. Il faut avoir les pleins pouvoirs. Il faut avoir les pleins pouvoirs. Je pense que Klopp, quand il est arrivé à Liverpool, il a demandé les pleins pouvoirs.
Si on n'a pas les pleins pouvoirs, on ne peut pas diriger au Paris Saint-Germain. Et là, encore une fois, je pense que Pochettino, qui devrait être choisi, est le choix de Leonardo. Bon, pour l'instant, c'est le choix de Doha, visiblement. Alors, on va reparler apparemment. Ça risque de se finir de la même manière, du coup. Alors, rendez-vous dans 18 mois. Où est-ce qu'il pourrait rebondir, selon vous? On parle d'Arsenal. Hier, Bild a annoncé Chelsea, il va retrouver Thiago Silva, mais enfin, peut-être, voilà, c'est ça, les clubs que tu as cités, mais en tout cas, on n'a aucun doute sur le fait qu'il va retrouver quelque chose et qu'il va s'épanouir, parce qu'encore une fois, moi, je pense que c'est un très bon coach, il a des très bons principes de jeu, qu'il a réussi à mettre en œuvre au Paris Saint-Germain, il a réussi, contrairement à ce qu'on dit maintenant, il a réussi à gérer les stars au début, donc voilà, il n'y a pas de sujet, il y arrivera sans aucun problème. Les stars, justement, on a entendu, on a vu le tweet je crois que c'était le post sur Instagram de Mbappé, on dit que Neymar serait très triste, même si en ce moment il y a d'autres choses à gérer. Il est en train de se faire il gère une fête de 500 personnes sur 5 jours. Selon les dernières infos, apparemment, la fête, il y aura à peu près 150 personnes au lieu de 500 suite à la polémique. Qui a priori sera une fête assez sympathique. Est-ce que vous avez l'impression aussi que on parle de la République des joueurs? Est-ce que dans ce cas précisément, elle a eu une influence sur le choix de Leonardo et visiblement de Doha? Évidemment, je pense qu'en fait le PSG d'aujourd'hui me fait penser à ce qu'était le Real Madrid époque Galacticos. C'est un club qui a fait d'énormes progrès en termes de soft power, en termes de marketing, en termes de tout ce qui est extra sportif. Mais est-ce que avec tout ce qui a été investi, on voit une grande équipe qui laisse une trace, qui laisse un style, qui vous fait rêver? Forcément qu'ils battent des Brest, des Dijon, même des Marseille, vu l'état actuel de l'Olympique de Marseille. Mais en Europe, ça a toujours été très compliqué. Je pense qu'il leur manque un cap à passer. Et aujourd'hui, c'est un club qui réside. Les tactiques de Tuchel en Coupe d'Europe, c'était ça. C'était vous passez la balle à Neymar, vous passez la balle à Tuchel, à Mbappé, et puis on verra ce qu'ils font. Et ça n'a pas passé contre le Bayern de Munich en finale à cause d'eux, parce que justement ils étaient dans un mauvais jour. S'ils sont dans un bon jour, peut-être que Tuchel aujourd'hui on en parle autrement. Malheureusement ça n'est pas passé, mais je pense que c'est un souci de management. Mais Ancelotti qui est connu pour son management a eu des problèmes au PSG. Emery qui a permis à certains grands joueurs, je pense à Banega, de revivre une deuxième jeunesse, ça n'est pas passé au PSG. Comboiré, qui à l'époque était considéré comme un bon coach, c'est pas passé non plus. Laurent Blanc, pareil. Donc en fait, ça ne passera jamais. Il n'y a pas de coach idéal pour ce Paris Saint-Germain là. Il faut une direction forte, et comme vient de le dire le monsieur Tapiero, ça ne passera pas tant que les dirigeants ne mettront pas une politique claire et structurée. Là, on a l'impression que les joueurs, dès que le coach leur dit non, ils vont voir. C'est comme moi quand maman me disait non, j'allais voir papa qui me disait oui. Neymar, c'est un peu ça. Au PSG, Neymar, bien sûr. Je suis désolé. Et je finis juste un truc. Au PSG, Neymar et Mbappé, ils s'autogèrent, c'est-à-dire qu'ils font partie du club, mais les RP du club vous disent ce n'est pas moi qui les gère. Ce n'est pas le club qui les gère, ils se gèrent tout seuls. Et je crois donc en fait, ils ont des statuts à part. C'est les statuts qui font mal. Il y a la ligne directe de Limire, je crois qu'à l'époque de son passage à Paris, il pouvait communiquer assez régulièrement avec l'Émir, donc en passant au-dessus de. Mais tout le monde communique avec tout le monde, et c'est une auberge espagnole en fait. Il n'y a pas une communication claire, il n'y a pas une direction claire, il n'y a pas chaque joueur fait un post Instagram qui n'a rien à voir avec celui du coéquipier ou je ne sais quoi. Donc c'est ça qui manque. Ça manque de clarté, ça manque de direction, ça manque de management. Donc vous pouvez mettre le meilleur entraîneur du monde, Johan Cruyff, ça ne marchera pas. Non mais il faut attendre, c'est un club très jeune. C'est un club très jeune déjà, et ça fait que 10 ans que les Qataris sont là aussi. Et quand on dit mais c'est pas un club très jeune, ils ont investi 1 milliard avec 1 milliard d'euros. Si l'argent faisait le bonheur, il y aurait vraiment avec 1 milliard d'euros, Radio J, c'est CNN. Vous voyez ce que je veux dire? Non mais t'as raison en soi, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a quand même des choses qui ont changé depuis 10 ans. Paris ne gagnait plus de titres, Paris a gagné beaucoup de titres, alors des titres nationaux, soit, mais ça reste des titres. Paris est en train de se construire tout doucement. Ça va prendre du temps. Et quant à dire que Tuchel n'était pas bon, on n'a jamais dit ça. Moi je dis simplement que Tuchel n'était plus l'homme de la situation actuellement. Alors le successeur de Thomas Tuchel devrait être Mauricio Pochettino, un ancien de la maison à l'époque, Luis Fernandez. On va prendre maintenant en ligne un auditeur. Salut Alexis. Salut, bonsoir. Est-ce que tu es satisfait, Alexis, de l'arrivée de l'ancien capitaine du Paris Saint-Germain, cette fois sur le banc?
Bah écoutez, oui, moi j'aime beaucoup Pochettino. Je suis très curieux de savoir ce que ça a donné, parce qu'on sait que c'est un défi spirituel de Bielsa. Donc avec les qualités des joueurs du Paris Saint-Germain, s'il arrive à mettre en place le système de jeu que Bielsa avait mis en place à Marseille avec des joueurs autrement plus qualitatifs, je suis curieux de voir ce que ça donne. Alors on dit de lui qu'il est extrêmement exigeant, notamment sur le plan athlétique de ses joueurs. Est-ce que tu penses que les joueurs du Paris Saint-Germain, notamment ses stars, vont accepter ? Moi je trouve qu'on fait des faux procès un peu sur tout ça, parce que moi j'ai vu Neymar se taper à Manchester par exemple. Enfin, j'ai pas l'impression que Neymar à Manchester il a marché. J'ai pas l'impression qu'Mbappé... Je trouve que, de manière générale, moi je suis pas forcément toujours d'accord avec toutes les critiques qu'on fait sur les joueurs du PSG. Je trouve que Neymar, le problème c'est qu'il se blesse beaucoup, donc c'est un problème d'hygiène de vie, mais quand il est sur le terrain, évidemment, quand c'est facile, il court pas tout le temps. Mais dans les matchs, dans les gros matchs, il se tape. Moi j'ai l'impression quand même, on peut pas... je le vois pas comme ça, quoi. Je suis pas toujours d'accord avec cette Est-ce qu'ils vont pouvoir se permettre de choisir leur match, hein, si je reprends un peu ce que tu dis. Bon, ils sont excellents pendant les grands matchs, et encore, ça peut se discuter, mais... ils choisissent un peu leur match finalement. Contre Manchester, Neymar il est là, quoi. Ouais. Oui, t'as raison, c'est vrai, il est là contre Manchester, mais contre le Bayern il est pas là. Le Paris, il est pas là, mais sur le Final 8, les matchs d'avant, il est là. Le Paris. Il marque pas, il rate les buts en quart et en demi, mais dans les matchs, souvent dit qu'il a été sensationnel, le Final 8. Oui, non, mais c'est vrai, dans les classements de la saison. Donc moi, je trouve que dans les gros matchs, ils sont là, quoi. Après, le problème, c'est plus l'hygiène de vie et les blessures. Et ça, Paris... c'est un gros souci. C'est un très gros souci. L'hygiène de vie, l'anniversaire de sa sœur, le fait qu'il joue un match sur deux en Ligue des Champions. Moi, j'ai l'impression que... c'est la ville de Paris, quoi. J'ai l'impression qu'aucun joueur n'arrive... à Paris, c'est tellement une ville... Bon, en ce moment, les boîtes sont fermées, hein. Paris, hein. Ouais, ça doit jouer dans le fait qu'il a été bon contre Manchester, peut-être. Alors, j'ai retrouvé une stat intéressante que je te soumets, Alexis, que je vous soumets, messieurs. En première ligue, Southampton et Tottenham étaient les premières ou deuxièmes en termes de distance parcourue et de sprint. Ouais. Est-ce que Pochettino va être capable de mettre en place ce type d'exigence en Ligue 1? Mais c'est ça le défi. Le défi qu'il va avoir, c'est ça, c'est d'arriver à convaincre les stars du Paris Saint-Germain d'adhérer à ce modèle, effectivement, d'une possession, d'un pressing très fort avec beaucoup d'efforts physiques à l'entraînement et en match. Ça va être ça son défi, ça va être de réussir à les faire adhérer à ce projet. Voilà, s'il y arrive, ça va être super. Pendant combien de temps, on verra. Mais son gros défi, ça va être ça. Voilà, c'est tout. Et Tuchel, au début, je pense, y arrivait, encore une fois, pour en revenir à lui. Tuchel y est arrivé pendant un temps. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'il a perdu la main? Voilà, ça va être ça le défi de Pochettino, qui visiblement, et lui, a un management très proche, il crée une relation très particulière avec ses joueurs. Bon, peut-être on dit qu'il utilisait également beaucoup la data, que les séances sont filmées, Peut-être que c'est de tout ça. Très moderne. Peut-être que c'est de tout ça dont les joueurs ont besoin. Aussi, c'est un coach qui a sorti beaucoup de jeunes à Tottenham, Dele Alli, Harry Kane. Ça peut être intéressant au Paris Saint-Germain. On a plein de bons jeunes qu'on a laissé partir ces dernières années. Peut-être que là, ça va être du coup l'occasion de les mettre en avant et peut-être de leur faire passer un palier. Donc c'est sûr que c'est un coach intéressant. Le sujet n'est pas de dire Tuchel était super, Pochettino est nul. Absolument pas. Le sujet, c'est de dire Tuchel était comme il était, Pochettino est également un très bon coach. Ce qui va compter, c'est effectivement, est-ce que toute la direction sportive du club va tirer dans le même sens? C'est ça le sujet. Javier? Moi, je trouve que Pochettino, c'est un bon choix parce que déjà, en fait, les joueurs sont très élitistes. Et Pochettino est un ancien international argentin qui s'est fait découvrir, qui a été découvert, par Bielsa, qui a un vécu, qui a joué au PSG, qui a joué à l'Espagnol, qui a connu plusieurs expériences. En fait, il sait ce que c'est d'être joueur, il sait ce que c'est d'être défenseur, il sait ce que c'est de courir. Tuchel, par exemple, n'a pas eu cette carrière, Emery non plus, et c'est aussi pour ça que ça ne marchait pas. Il y a certains joueurs qui ont besoin d'être drivés par des coachs qui ont eu une expérience parce qu'ils savent ce qu'il est possible de faire ou non. On pourrait prendre par exemple de Mourinho. Mourinho, c'est autre chose. Mourinho, c'est un management très humain. On a l'image d'un coach du père Fouettard, mais en fait, Mourinho, à l'intérieur d'un vestiaire, il
il est capable de vous remotiver à bloc. Mais si c'était simple, il y aurait 50 000 Mourinho et Tuchel le serait. Le problème, c'est que c'est pas simple. Tuchel, c'est un ancien joueur de foot qui n'a pas fait carrière, qui n'a pas fait une grande carrière, qui n'a pas joué dans l'élite. Mauricio Pochettino, donc forcément, il demandait, je parle de Tuchel, il demandait des pressings à haute intensité qui étaient intenables parfois parce qu'il se basait justement sur la data. Pochettino, il se base sur la data, mais il a une approche un peu plus humaine que Tuchel. Il sait ce qu'il est possible de faire, et même si aujourd'hui le physique est de plus en plus important dans le football, il sait ce que les joueurs peuvent apporter à telle ou telle période d'un match, et il sait plus gérer les temps, je pense, que Tuchel. On l'a vu avec Tottenham, c'était une équipe très dynamique, mais c'était pas une équipe qui pressait tout le temps. C'était pas gegenpressing à mort. Pourtant, il a fait une super campagne européenne qui lui a permis d'aller en finale de Ligue des Champions avec Tottenham. Donc pour moi, Pochettino, c'est un joueur qui, je pense, va avoir l'adhésion du vestiaire, des Sud-Américains. Ouais, ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup, ça. Ouais. La présence d'une colonie sud-américaine importante. Même des Brésiliens. C'est un coach qui a eu une expérience de finale de Ligue des Champions il y a 2 ans, je crois. Ouais, voilà. Donc ça compte aussi. Et c'est un coach qui a fait ses preuves et qui sait développer une philosophie du football offensive qui plaît autant aux joueurs qu'aux spectateurs. Donc je pense que ça peut être un bon mariage. Et en plus, Pochettino est un ancien de la maison du PSG. Alors justement, ça peut lui servir, pas auprès des joueurs, mais auprès des spectateurs, auprès des médias. Il va avoir un peu plus de temps pour installer sa philosophie. Alexis, cette connaissance ancienne du club par Mauricio Pochettino, est-ce que ça va être dans les prochaines semaines et les prochains mois un atout pour sa communication avec les médias, mais aussi par rapport aux supporters selon toi? Moi, au-delà de ça, j'ai surtout vu le licenciement de Tuchel comme le fait de mettre Leonardo en première ligne, surtout par rapport au 8e de finale face à Barça qui arrive. Moi, ma première réaction a été de me dire, mais en fait, en virant Tuchel maintenant, c'est-à-dire que l'entraîneur qui arrive, si on se fait sortir en 8e, voire en quart, c'est fini déjà, parce que c'est Pochettino. C'est-à-dire que Pochettino, pour moi, il va avoir un âge d'or, ou en tout cas, il va être une période de tranquillité jusqu'au 8e, mais à partir des 8e, il va être sous pression maximale. Donc, je pense que, ça va être le résultat. Là, Tuchel, pour moi, s'il saute maintenant, c'est parce qu'on a sauté contre Manchester, hein. Parce que je pense que si on avait gagné contre Manchester, il sautait pas maintenant, il lui était lâché contre Barcelone. Et moi je pense que ils ont voulu mettre Leonardo face à sa responsabilité et les joueurs aussi, ou créer un électrochoc pour que les mecs se disent pas voilà, parce que moi je pense que Tuchel, malgré tout, en termes de coaching par rapport aux joueurs, il était bien avec eux. Enfin, j'ai pas l'impression que les joueurs étaient mal avec Tuchel. Ouais, c'est ça qui Leonardo. Je suis d'accord avec Alex, c'est ça, c'est que en fait, Alexis, j'ai l'impression qu'on ramène le même type de coach en fait, un coach qui n'a pas. Tu disais tout à l'heure que effectivement, il va être important parce qu'il aura peut-être une aura particulière dans le vestiaire, mais c'est un coach qui arrive sans titre. Ouais. Et Tuchel, c'était la même chose. Il avait, je crois, il avait une coupe d'Allemagne. Mais des coachs avec des titres, il y en a 4 dans le monde, les gars. Il y a Pep, il y a Guardiola, il y a Ancelotti. C'était exactement la suite de ma phrase. C'est exactement ça. Non, mais c'est exactement la suite. Il n'y a pas de coach idéal pour PSG. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est la suite de ma phrase. C'était de dire, si tu vires Tuchel, tu ramènes Pochettino, c'est un peu le même modèle finalement. Moi, quand ils ont viré Tuchel, je me suis dit, ah là ça y est, là on va avoir notre Klopp, Mourinho. Non, mais c'est impossible ça. Mourinho, Klopp, Guardiola. Donc c'était pas le bon moment. C'est bien ce que je dis. Donc c'était pas le bon moment de virer Tuchel. Ça ne sert à rien de virer Tuchel en fin de saison, en milieu de saison, pour reprendre le même type de coach. À mon avis, il fallait attendre que si aujourd'hui tu as l'ambition de gagner la Ligue des Champions et d'être l'un des meilleurs clubs européens, pourquoi tu n'arriverais pas à débarquer un entraîneur et le faire venir au Paris Saint-Germain? Parce que c'est le bordel. C'est ce que t'as fait. Parce que les entraîneurs voient ce qui se passe avec leur Oui, mais c'est là-dessus qu'il faut travailler. Aujourd'hui, on arrive à faire venir Neymar de Barcelone. Pourquoi on peut pas faire venir Mourinho de Tottenham? Pourquoi ça n'a rien à voir? Parce qu'il y a un directeur sportif qui est extrêmement puissant, que tu ne retrouves pas à Liverpool ou à Je suis d'accord, donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est le seul club où on a un directeur sportif aussi puissant Exactement. parmi tous les clubs qui se prétendent comme étant les futurs champions en Champions League. Peut-être au Bayern Munich, tu as un contre-exemple au Bayern Munich où il y a une organisation assez forte. En fait, c'est une organisation historique avec des joueurs qui ont été en pré-poussin au Bayern de Munich et qui y sont extrêmement fidèles. Et là, aujourd'hui, la seule qualité d'un coach qui puisse venir au Paris Saint-Germain,
Saint-Germain, c'est s'il est adaptable dans le management Tout à fait. avec Leonardo. Exactement. Donc en fait, il faut réfléchir avec une sorte de deux têtes pensantes dont un sera sur le terrain et prendra les coups et l'autre est dans les coulisses. Ah ouais. C'est très particulier. Sinon, ça se finira de la même manière pour Pochettino. Il passera récupérer ses affaires aussi à la la grande nuit. différence que Pochettino, en venant 6 mois plus tôt par rapport au planning classique, eh bien, il va se retrouver autour de 2022, bien installé dans une équipe. Et n'oublions pas, 2022, c'est la Coupe du Monde au Qatar. Et je pense que c'est le point d'orgue de toute la stratégie QSL. Merci beaucoup, Alexis. Et à très bientôt. Merci. Un classico. Merci, Alexis. En tout cas, super ce que vous faites. Continuez, on adore vous écouter. Merci beaucoup, Alexis. Le fait que ça soit que Doha ait vraisemblablement fait le choix de Pochettino et pas Leonardo, est-ce que ça annonce un certain nombre de remous dans les prochains mois? Moi, j'en sais rien. En tout cas, juste pour dire il faut qu'on ait notre Mourinho, notre Trump. Notre Mourinho, notre club. Pourquoi pas, ça peut aider. Dans une émission politique. Ça peut aider. Notre Mourinho, notre club. Moi, je pense qu'on va avoir notre Diego Simeone. En faisant venir Pochettino. Si tu veux, ça malin. Si tu veux. Je trouve ça malin. C'est à mon avis un choix qui est un peu différent de dire on va aller chercher. Ils ont été beaucoup critiqués le PSG sur leur histoire, le fait de pas se rappeler de ce qui avait été fait dans le passé et tout. Là, ils vont chercher un capitaine du Paris Saint-Germain. Ils vont chercher un joueur argentin qui a quand même une expérience qui est importante. Donc, je trouve ça intéressant. Et puis, il a un vrai système de jeu. Quand tu regardais Tottenham à l'époque, d'ailleurs, qui se fait débarquer à la même période de l'année dernière. Donc, dans tous les grands clubs, ça peut arriver de se faire débarquer à la trêve, pas qu'au Paris Saint-Germain. Ça, c'est au passage. Il a quand même un vrai système de jeu. Il est inspiré par Bielsa. Il a un attaquant tout le temps. Et puis, je pense qu'il va ramener quelque chose de nouveau, quelque chose de frais. Il est sud-américain, tu l'as dit. Mais je repose ma question, le fait que ça soit Doha et pas parce que je t'ai posé une question par exemple. On continue de marcher sur la tête. On continue de marcher sur la tête. Le fait que ça soit Doha et pas Leonardo qui fait ce choix Pochettino, est-ce que ça ne risque pas de provoquer les mêmes conséquences qu'avec Tuchel ces derniers mois? Exactement. Mais oui, ça risque, mais ça risque aussi de marcher. On verra. Franchement, il y a un moment donné, on arrivait à un point de non-retour, il fallait faire quelque chose. Non mais sincèrement, en plus tout le monde dit oui, ça a été décidé au dernier moment et tout, mais c'est pas vrai. On le sait depuis le mois d'octobre ou depuis le mois de novembre. La preuve, dans l'émission, nous-mêmes, on commençait en disant est-ce que Tuchel joue son poste sur ce match-là? Tout le monde en parlait. Donc si c'était pas aujourd'hui, c'était en janvier, en février, en mars ou en juin. Bah, autant prendre la décision maintenant et puis de jouer. Alors on dit également que donc Pochettino a été reçu il y a quelques semaines visiblement par l'émir du Qatar et il aurait de très bonnes relations avec l'ancien médecin du club Hassan Chalabi qui gère Hakim Chalabi, pardon, qui est un des responsables du centre médical Aspetar à Doha. Est-ce que ces réseaux aussi l'ont aidé, selon vous, Javier, à arriver à récupérer ce poste d'entraîneur du Paris Saint-Germain? En fait, Pochettino, je l'ai interviewé une fois. On dirait que c'est un gentleman, il n'y a pas de souci, mais c'est quelqu'un qui est très très malin. Et quand je dis très très malin, ça veut dire qu'il a toujours un pied, un regard, un message doux pour les dirigeants. C'est pas Tuchel. Tuchel, lui, il était dans la confrontation, dans l'affrontement. Pochettino, il sait s'adapter. Et il avait à Tottenham un président qui s'appelle Levy, qui est pas simple. Ça a fonctionné. Et parfois, il l'écoutait, parfois non. Mais c'est qui a fermé la vanne des transferts pendant exactement une année. S'il est parti de Tottenham, c'est parce qu'il demandait plus d'argent pour faire progresser le club et que Levy voulait en vendre des joueurs, tout simplement, ou en tout cas ne pas en recruter. Donc Pochettino, c'est un espèce de courtisan qui ne va pas s'embrouiller avec Leonardo, qui sait ce que peut lui apporter Leonardo, et je le vois très mal débuter une relation contractuelle avec le PSG en s'embrouillant avec Leonardo ou en critiquant le club, ses dirigeants, le staff ou je ne sais quoi. C'est quelqu'un qui va arriver avec beaucoup d'humilité, et je pense que ça va faire du bien, parce que Tuchel, encore une fois, quand il est arrivé, j'avais l'impression qu'on allait avoir le nouveau Klopp avec des trucs extraordinaires. C'était limite un philosophe, il vous expliquait des stratégies folles, ça vous faisait saliver. Pochettino, il vous fait pas saliver, il va pas vous dire je vais gagner 3 Ligues des Champions, mais il travaille, et moi c'est ce que j'ai envie de voir en fait. J'ai envie de voir du travail, j'ai envie de voir la cohérence, et à la fin de l'ère Tuchel, malheureusement, il n'y en avait plus trop de la cohérence, pardon. Nous n'oublions rien de nos devoirs, et nous ferons tout individuellement, bien sûr, mais aussi dans un esprit collectif, pour que la France mardi soir retrouve son honneur par une performance enfin positive. Les joueurs de l'équipe de France, merci messieurs, au revoir. Merci messieurs, au revoir. L'autre actualité côté entraîneur, c'est évidemment l'arrivée de Raymond Domenech au SC Nantes pour une pige de 6 mois. L'ancien sélectionneur des Bleus, qui, on l'a appris cet après-midi, travaillera avec Robert Duverne, son ancien adjoint chez les Bleus. Est-ce, selon vous, ridicule
Où voyez-vous un pari audacieux, le dernier peut-être? Alors c'est important, on est fin décembre, c'est le moment des bêtisiers. Donc je trouve que c'est le sujet parfait. C'est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire de voir que déjà le président de l'UNECATF, qui a plus de 65 ans et qui a imposé à tous les coachs d'avoir moins de 65 ans pour entraîner en France, et de signer pour 2 ans, puisse s'imposer, ça c'est la première chose, qui reprennent Robert Duverne, où on a encore en mémoire les images de Nice Snack, qui sont quand même le Titanic de l'équipe de France de football ever. Et se retrouver aujourd'hui avec une crédibilité en Ligue 1, je trouve ça absolument incroyable. Voilà. Je vais pas commenter, je vais pas avoir ni de dithyrambe, ni de cris pour dire que je suis désolé, c'est une imposture absolue. Mais ça ne regarde pas que moi, ça regarde aussi le football français. On est quand même face à une situation où souvent on a des coachs qui ont eu des résultats et qui se font sortir. On vient d'en parler à l'instant, d'accord ? Mais quand on a des coachs qui n'ont pas de résultats et qui, parce que ils font partie du réseau, parce que ils ont entre guillemets la carte, ils arrivent à rester au contact de ce qui se passe aujourd'hui, même s'ils ne sont pas au contact du terrain, et quand, avec un petit peu comme un chat, avec une 7e vie, rebondir aujourd'hui en Ligue 1, je trouve ça formidable. Mais est-ce que c'est pas tout simplement un nouveau coup d'éclat de Kita, tout simplement, un coup de com' extraordinaire? Pour moi, c'est n'importe quoi. Le recrutement de Raymond Domenech, j'ai l'impression d'être en 2010, quoi. On est en 2020, il y a de la 5G bientôt, et là, on nous ressort un vieux Raymond Domenech, qui était consultant de l'équipe TV. Déjà, quand il était sélectionneur de l'équipe de France, il était insupportable. Je vois pas quelle qualité on a pu lui trouver. S'il y a bien quelqu'un qui n'a jamais rien gagné. Il a peu d'expérience de quoi? Non, mais l'expérience de coach. Il a été coach de l'équipe de France. La seule expérience positive. Tu parlais tout à l'heure d'un vestiaire qui adhère à un coach. Certes, sa personnalité est très clivante. Après, quand tu as un jeune joueur du FC Nantes, qui a Raymond Domenech, qui a quand même malgré tout été sélectionneur de l'équipe de France, qui a vécu des Coupes du Monde. Mais Raymond Domenech, son gros c'est ça que je dis, l'expérience. C'est tout. C'est que le gros problème de Raymond Domenech, c'est qu'il se croit plus malin que tout le monde. Il se croit plus malin que Kita, il se croit plus malin que les supporters, il se croit plus malin que les joueurs. Mais en fait, pour être coach aujourd'hui, il faut donner l'impression aux joueurs qui sont plus malins que toi, que quand je dis toi, l'entraîneur en fait. Raymond Domenech, c'est un ego surdimensionné par rapport à ce qu'il a fait. Je trouve que c'est un choix calamiteux. J'ai beaucoup de peine pour les supporters du FC Nantes. C'est un club qui représente le beau jeu, qui est une référence du football français. Et depuis que Kita est là, on voit des guignols. 14 techniciens. On voit des guignols s'accaparer de la direction. Je parle pas des entraîneurs, mais de la direction. Là, il y a Raymond Domenech. J'ai l'impression qu'il touche le fond et il racle encore, quoi. Donc, tu sais, Javier, à mon avis, franchement, c'est très dur. C'est très dur. T'as raison, mais c'est ce qu'on appelle la stratégie de la diversion. Je pense que Kita, il prend Domenech pour que tout le monde s'acharne sur lui, qu'on arrête de parler de lui, et que lui fasse son petit ménage à côté, qu'il essaye même de vendre le club. Moi, je le soupçonne de vouloir vendre le club et de se dire, on va prendre quelqu'un comme ça, on va arrêter de taper sur moi. Mais c'est une erreur monumentale parce qu'en plus, Domenech, tu le disais, il était sur l'équipe TV pendant 3 ans, il fait que taper sur Kita. Je trouve ça incroyable. C'est-à-dire qu'il limite, il l'insulte à l'antenne, à Vladimir Kita. Et là, 3 ans après, il revient. Et comme si de rien n'était, on va chercher Raymond Domenech pour entraîner le FC Nantes. C'est n'importe quoi. J'espère me tromper. Après, lui, on peut pas lui en vouloir, Raymond Domenech. C'est ça, voilà. Non, mais ne le condamne pas. Parce que comme vient de le dire, je suis désolé, on peut lui en vouloir. C'est le président de l'UNECATF. On peut lui en vouloir de mettre en place des règles et de pas les respecter. Bah oui. Enfin, c'est pas la première fois. Et puis, c'est quand même extraordinaire lorsqu'on est le timonier d'une équipe en 2010 et qu'il arrive à passer au travers des balles. C'est lui le responsable. C'est quand même lui le patron des joueurs. De lire une lettre qui considérait à dire que les joueurs étaient responsables, c'est totalement faux cul. C'est dégueulasse. Mais bien sûr, mais c'est pas pour autant que tu dois le condamner à mort et que le mec ne doit plus jamais se rasseoir sur un banc de touche, tu vois. On ne le condamne pas à mort, mais il a fait une biographie où il assassine Johan Gourcuff, il assassine la moitié de son groupe. Il s'est posé aucune question, aucune autocritique. C'est pas de ma faute, c'est toujours celle des joueurs. Mais en fait, si t'es en finale en 2006, c'est parce que Zidane est revenu. Sans Zidane, t'es jamais en finale. Donc, quand vous me parlez de son expérience de coach, mais il a fait quoi à Lyon? C'est quoi son expérience de coach? Franchement, très sincèrement, il y a des entraîneurs tout jeunes qui sont au chômage, qui
qui sont demandeurs d'une expérience, mais qu'on lance des jeunes. J'en peux plus des mecs de 65 ans qui ont jamais rien fait et dont leur seul fait d'armes c'est des polémiques à 2 balles et des demandes en mariage après une élimination contre la Roumanie. Mais non, mais c'est pas possible ça. C'est vrai, tu as raison. J'avais oublié Qu'est-ce ça. qu'il a T'as gagné? raison, je change d'avis. J'avais oublié ça. Qu'est-ce qu'il a gagné, Raymond Domenech? Estelle Denis, j'avais Il oublié. s'est mis à dos toute l'Italie, qui est le pays des coachs. Mais lui allait dire à Ancelotti, bah non, tu te trompes. Et il allait dire à Allegri, non, tu te trompes. Il allait dire à Lippi, non, tu te trompes. Ouais. Mais putain, mais c'est la honte. Donc quoi. Nantes va se cracher. Mais pour moi, Nantes va se cracher. Mais déjà qu'on parle de Domenech à Nantes, pour moi, c'est lunaire. S'il y a bien un club où on devrait parler que de jeu, c'est Nantes. Ouais, Putain, bah c'est ce qui se rapproche le plus du Barça, On est quelque passé de part, Gourcuff dans l'inconscient collectif. Et là, on passe à Raymond Domenech qui va faire quoi avec l'effectif qu'il a? Il va juste briller. C'est un dernier tour de carrosse pour lui. Il va rentrer en piste. Il aura tous les journalistes à ses trousses. Il va faire le malin. Il va faire le guignol. Super. Mais on parlera pas de jeu. Et Nantes, pour moi, c'est là où c'est un drame pour Nantes. C'était l'un des meilleurs centres de formation français. C'était le club qui incarnait la French Touch française quelque part. Et là, on se retrouve avec Raymond Domenech en 2020. Mais c'est incroyable. J'ai l'impression, franchement, C'est incroyable quand tu le dis, c'est incroyable. Kita doit partir. mais j'ai l'impression d'être dans Retour vers le futur, Il quoi. partira jamais. Mais Kita, je sais pas s'il doit partir, mais il doit pas ramener Raymond Domenech. Kita partira jamais, c'est ça le problème. Oui. Qui va acheter le FC Nantes aujourd'hui? On a parlé il y a quelques temps d'actionnaires, de supporters du FC Nantes qui pourraient mettre un peu d'argent pour le Ça ne racheter. voudra ça a jamais jamais parce que marché. c'est 2 égos en fait. Kita a un égo surdimensionné, Raymond Domenech a un égo surdimensionné, et à côté de ça, on a des supporters qui voient leur équipe jouer comme une équipe de nationale. Il y a Christian Gourcuff que j'apprécie beaucoup, qui a lâché au fil des mois, et à la fin c'était catastrophique. Mais c'est pas possible. Enfin, franchement, moi, je comprends pas le. T'en as gros sur la patate à travers, en tout cas. Non, mais je suis pas du tout nantais. Je suis pas supporter du FC Nantes, mais je suis pas supporter de Raymond Domenech. En 2020, on peut pas être supporter. Pour moi, c'est un éditorialiste à l'équipe TV. Il va mettre une vanne à un mec qui est pas sur le plateau. Super. Mais ça peut pas être un coach en 2020 à 66 ans. Qu'est-ce qu'il va apporter? 69 même. 68, pardon. Bientôt 69. The champions of England again at last are Liverpool. Messieurs, on va dire un mot du Boxing Day. Qu'est-ce que vous retenez de ces 2 jours de match? Ça se poursuit ce soir et demain. La victoire d'Arsenal, le nul de Liverpool. Arsenal, Arteta qui lui aussi a certainement sauvé sa peau. Sinon peut-être que Tuchel serait arrivé à sa place. Non, c'est bien. On a vu un beau match. Franchement, lui aussi il a lancé plusieurs jeunes qui ont été très influents. Lacazette qui a fait un très bon match, qui a marqué aussi. C'est le meilleur buteur des Gunners maintenant. Ouais, ça fait du bien de le revoir en forme et leader un peu de cette équipe. Donc moi je retiens ça. Et puis bon, Chelsea. Benjamin, est-ce que tu n'as pas eu l'impression aussi que malgré tout cette équipe était particulièrement fébrile? On a vu les 5 dernières minutes où on a l'impression que l'équipe va s'effondrer. Mais ça c'est intéressant. Chelsea allait revenir à 3-3. C'est Arteta qui l'expliquait, je crois. Et voilà, il expliquait que l'équipe est vraiment dans une logique très négative et ils ont l'impression, les joueurs, que le malheur se répète et s'abat sur eux à la fin de chaque match. Et là, effectivement, 3-2 penalty. Ils se disent ça y est, ça recommence, on ne peut pas gagner. Il y a un moment quand tu joues comme ça et que tu es dans un cercle négatif, t'as peur de la victoire, quoi. Et donc ils se disent ça y est, 3-2. Et voilà, Leno arrête un penalty. Lui aussi, ça fait plaisir parce que c'était un peu chaud pour lui également. Il n'avait pas encore fait ses preuves depuis le début de saison. Donc non, c'est intéressant. Maintenant, il faut vraiment confirmer parce qu'ils sont très très bas. Encore un club qui a licencié Unai Emery en disant on a beaucoup mieux avec Arteta. Bon, pour l'instant, c'est pas encore si évident que ça, quoi. Un mot sur Chelsea, peut-être, Alex? Non, enfin Chelsea, tout le monde dit que ça y est, Lampard va partir, que Tuchel va. C'est marrant, on parle que des entraîneurs. Moi, je retiens pas Chelsea, je retiens Leicester, moi, sur cette journée, et puis sur la première partie du début de saison. Je trouve que c'est une équipe formidable. Leicester, ils sont 3e du championnat. T'as le mec Vardy là qui te met je sais pas combien de buts encore, je sais pas combien de matchs. Voilà, ils viennent de sortir un centre d'entraînement incroyable. J'ai vu les images, magnifiques. Enfin bon, voilà, c'est une équipe qui a été championne il y a 3 ans, qui est là, qui est 3e du championnat, qui fait son bout de chemin. Moi, j'aime bien cette équipe. Donc c'est de ce Boxing Day et de cette première partie de saison, Leicester que je retiens. Ouais, une petite réflexion sur le Boxing Day. Le Boxing Day, je trouve que culturellement c'est intéressant parce que c'est typiquement anglo-saxon de jouer après Noël, après avoir ouvert les cadeaux de Noël, les box. C'était tellement triste de voir des stades aussi vides avec aucune ambiance ni à l'intérieur ni en dehors des stades. Et ça, c'est quelque chose qui me touche profondément. J'ai toujours le souvenir de regarder la journée du Boxing Day après un certain repos, après une période un petit peu entre 2 fêtes, etc. Et c'est vrai que ça nous donnait une certaine dynamique. Là, aujourd'hui, on a vu des matchs comme on les voit depuis quelques semaines, et vivement que ça change parce que même en Angleterre, on se rend compte que cet engouement autour des matchs en
dehors du stade et à l'extérieur, et ben ça manque terriblement. Javier, qu'est-ce que tu retiens le match nul donc de Leicester contre Manchester avec encore une fois Pogba sur le banc, Liverpool qui n'a pas réussi à vaincre West Bromwich. Qu'est-ce que tu Moi, ce que je Qu'est-ce qui t'a retiens. plu ? Moi, ce qui m'a plu, c'est après, on va me prendre pour un fou, mais j'aime bien Wolverhampton, même s'ils sont dans une très mauvaise passe. J'aime bien les joueurs, les individualités qu'ils ont. Neto, Podence, Adama Traoré. Ça va très vite, je sais pas. Je m'amuse toujours quand je regarde Wolverhampton. Ils ont pas des super résultats, mais je trouve qu'ils ont des joueurs qui peuvent être très intéressants, qui sont très intéressants et qui sont techniquement superlatifs et physiquement très intéressant, mais après je suis pas très original. Je me suis bien Si, Wolverhampton, on l'avait pas prévu. Non, mais franchement, Wolverhampton, je prends mon pied à chaque fois. Après, c'est peut-être une déformation professionnelle. J'en ai marre qu'on parle à chaque fois de Chelsea, de Liverpool, du Big Six. Mais avec Wolverhampton, il se passe toujours quelque chose et c'est vrai que même s'ils ont plein de Portugais, je trouve qu'ils font toujours des très bons recrutements. Et il y avait 7 Portugais dans l'équipe, donc franchement ça joue bien. Et après je vais pas vous louer la performance de Stoke City, de Fulham, de Leeds. De Fulham. Non, t'as raison. Je voulais souligner l'arrêt d'Areola. Je sais pas si vous l'avez vu, très belle parade d'Alphonse Areola. On a un gardien amateur là. Très Je belle vais être parade. très dur, mais tu m'apprends qu'Areola t'as Fulham. Et bah écoute, regarde, il a fait vraiment une super parade. Non mais il faut le souligner. Arrête de regarder Fulham. Il y a d'autres choses à s'infliger dans Fulham. J'ai pas vu tout le match, j'ai vu que l'arrêt. Et franchement, il faut le saluer, le pauvre gardien. La vie est trop courte pour regarder Fulham. Je sais pas si on le paye encore, mais en tout cas, Alors les que 700 pour 000 euros, on les paye pas. c'est dommage. Ils sont Je payés dis par ça Fulham. alors je dis Wolverhampton. Mais Ouais, en plus, ouais. Live is Life, le tube d'Opus sur lequel a peut-être dansé Mickaël. Oui, Mickaël, tu me confirmes. Parfaitement. Moi qui suis probablement l'aîné de la bande, je vais danser là-dessus. Javier, on parle avec toi de ce fantastique hors-série que je montre à la caméra de SoFoot consacré à Maradona. Quelle est l'histoire de cette chanson en rapport avec Maradona ? Alors là, tu viens de m'avoir parce que c'est le seul papier que j'ai pas corrigé. Il y a 500 pages et t'as pris le seul. Steve, mais rassure-toi, Steven, spécialisé dans cette émission. À chaque fois qu'on a un invité, il tape à côté, donc tu es parfaitement. J'ai pas à côté. Ça veut dire que J'ai tout lu, j'ai tout corrigé, j'ai tout. Mais c'est le seul truc sur lequel j'ai pas posé la Il y a garde. 500 pages, il est tombé sur la seule qu'il avait pas écrit. Le technicien Voilà. Raphaël me dit, le réalisateur me dit de remontrer cette couverture de SoFoot. Et bien c'est une chanson sur laquelle a dansé et jonglé Maradona en 89 Le en titre de Allemagne. Après, le titre d'Opus, je pense que tout le monde le sait, mais il y a beaucoup plus de détails, j'espère, dans le papier que je n'ai pas lu dans SoFoot. C'est un groupe autrichien qui s'appelle Opus et qui cartonnait. D'ailleurs, tu swingais dessus dans tes belles années. Et il y a une vidéo YouTube avec Maradona où on le voit sur le titre d'Opus en train de s'échauffer à Naples où il fait des gestes incroyables. C'était le sens de ma question. Hein. D'accord, voilà, très bien. Mais après, c'était le sens de la question, mais j'ai été très franc, je pourrais dire n'importe quoi et te raconter des saucisses, mais non, pas du tout. C'est vraiment le seul papier que j'ai pas lu, quoi. Javier, raconte-nous comment ce numéro d'un quasiment 500 pages a été préparé, dans quelles conditions après la mort de Maradona ? Dans des conditions forcément dantesques, parce qu'on a fait 500 pages. En fait, on s'est très vite dit, on va pas faire un 100 pages s'il y a bien un joueur qui mérite 500 pages, voire plus, voire 1000. À la base, on était parti sur 1000 pages. Hein. Donc, on s'est très vite dit que ça allait être impossible. Donc, 500 pages en 9 jours, c'est déjà compliqué comme ça. Donc, on y est parvenu. C'est cool. Personne n'est aux 35 heures chez vous ? Non, chez nous, il n'y a pas de 35 heures, malheureusement. Et on a enchaîné plusieurs nuits blanches. On s'y est tous mis. Tout le monde a eu envie de participer à ce numéro et on l'a fait parce que c'est un plaisir de parler de Maradona. Maradona, même si je l'ai jamais vu jouer parce que je suis trop jeune pour l'avoir vu jouer en live dans ces belles années, ça m'évoque le plaisir, la passion, le n'importe quoi, le football comme il devrait jouer et comme il devrait être, c'est-à-dire un plaisir, une sucrerie, pas du business à la con ou des relations
extraordinaire avec les dirigeants. Maradona, ça allait plus loin que ça. C'était une icône culturelle. C'est quelqu'un, c'est un personnage avec 55 000 tiroirs. On peut brasser des faits sociétaux, des faits culturels, des faits politiques, des faits sportifs. Il y a 10 000 intervenants. Tout le monde a quelque chose à dire sur Maradona. Alors il y a Bérénice Bejo, par exemple, Michel Hazanavicius. Il y a pas mal de personnalités qu'on n'attend pas forcément pour discuter de Maradona, qu'on retrouve et qui nous racontent leur relation. Par exemple, on apprend, enfin en tout cas j'ai appris que Michel Hazanavicius créditait systématiquement Maradona à la fin de ses films. Oui, c'est vrai. Tu as lu ce papier? Oui, j'ai lu ce papier. Non, mais en fait, voilà, Maradona, Michel Hazanavicius, on se dit quel rapport? Mais Michel Hazanavicius, c'est un Français, il a rien à voir avec Maradona, c'est un réalisateur, et il a eu une influence quelque part dans sa vie. Et Maradona, on peut le critiquer, on peut l'aimer, on peut tout ce que vous voulez, mais en fait, quelque part, et quand il est parti, il y a quelque chose qui s'est cassé chez tous les amateurs de foot, parce que on pouvait l'aimer, on pouvait l'apprécier, on pouvait le détester, on pouvait lui cracher dessus, mais c'est quelqu'un qui ne laissait pas indifférent en fait. Donc c'était un peu Georges Best, puissance 10 000 du football mondial, et Maradona c'était quelqu'un qui pouvait vous faire pleurer, hurler, ou vous aviez envie de taper parce qu'il racontait n'importe quoi. Et Michel Hazanavicius, lui, il crédite Diego Maradona dans ses films, mais il y en a d'autres qui ont choisi d'appeler leur fils Diego ou Mara et Donna, comme c'est le cas pour un Argentin qui est complètement fou et qui est aussi dans le numéro. Il y en a d'autres qui sont fait tatouer un numéro 10 dans le dos, c'est mieux qu'un Sengoku. Neymar s'est fait tatouer un Sengoku. Donc voilà, en fait voilà, la différence entre Neymar et Maradona, c'est que Neymar se fait tatouer un Sengoku et que Maradona se fait tatouer le Che. Donc il y a un peu plus d'aspérité, un peu plus de je sais pas, je trouve que c'est... Et puis il a incarné à la fois le peuple argentin et le peuple napolitain. Il y a un article, bon, évidemment c'est le supporter qui parle, il y a aussi un article sur son transfert annoncé à l'Olympique de Marseille qui a capoté, qui avait été annoncé notamment par l'équipe. Raconte-nous peut-être cet épisode, et on imagine qu'il y aurait eu une belle symbiose entre le peuple marseillais et Maradona. Forcément. Après, Maradona, il incarne les désargentés. Lui, il s'est toujours dit, je suis la voix des pauvres, la voix des sans-voix, justement. Et je pense que ça aurait matché avec Marseille s'il avait joué à l'OM. Je pense que Tapie voulait s'offrir une sucrerie, et cette sucrerie, c'était Diego. Ça a failli se faire. Michel Hidalgo, Tapie était allé le voir à Naples. Et puis Ferlaino, qui était le président de Naples, était aussi d'accord. Il avait même promis à Maradona de le laisser partir s'il gagnait la Coupe de l'UEFA et le Scudetto, chose qu'ils ont fait contre Stuttgart. Et puis évidemment, comme tous les présidents, il a pas tenu sa promesse. Il a dit maintenant que t'as gagné, j'ai envie que tu regagnes encore. C'est un peu ce qui se passe avec Messi aujourd'hui au Barça. Tu nous as fait tellement rêver qu'on a envie que tu nous fasses encore rêver. Le problème, c'est que en restant à Naples, il s'est brûlé les ailes, et je pense que s'il était parti à Marseille, peut-être que ça aurait été différent, même si Naples et Marseille, culturellement, c'est un peu le même ADN. Donc voilà, mais ça aurait été le feu extraordinaire, Diego à Marseille. Messieurs, il nous reste un peu moins de 3 minutes. Vos coups de cœur, coups de gueule. Benjamin, je crois que tu veux nous parler de Stéphane Guy. Ouais, exactement. En ta qualité d'avocat en droit social. Ouais, tout à fait. Non, mais déjà en ma qualité de Benjamin Krief, Benjamin Krief, suiveur du football. C'était quelqu'un que j'appréciais beaucoup, parce que je trouve que lui aussi, il avait quelque chose quand il commentait, il avait quelque chose en plus dans la voix et dans la manière de commenter. Et tout simplement, je trouve ça absolument scandaleux la manière dont il a été débarqué, parce qu'il a osé montrer sa solidarité avec l'un de ses confrères qui a été licencié. Donc voilà, tout simplement, je trouve ça scandaleux. Et pour vous, journalistes, qui êtes ici présents, ce qui n'est pas mon cas, je trouve que c'est assez important de voir que votre indépendance et votre liberté d'expression, elle est sacrément bafouée et sacrément tenue par des propriétaires de chaînes qui peuvent décider de vous faire taire du jour au lendemain. Donc ça me choque. Mickaël ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Benjamin. Maintenant, encore une fois, sans vouloir jouer l'empêcheur de tourner en rond et de toujours replacer ça d'un point de vue politique, le propriétaire Bolloré a bien dit clairement que la chaîne CNews était inattaquable à l'extérieur et au sein de son groupe. Et il se trouve juste que on a l'impression aussi qu'il a créé un outil politique pour les prochaines élections, et que l'intervention de
ce journaliste n'allait pas dans le sens de la droite ligne du parti. Alors, ça me rappelle une époque pas si lointaine où, dans le journal L'Équipe, que ce soit à la télé ou que ce soit dans la presse écrite, la rédaction des journalistes était bien plus importante et bien plus forte que la direction générale. Et qu'à un moment donné, ça a changé avec Cyril Linette, et c'est assez récent. Et c'est la raison pour laquelle je donne rendez-vous encore une fois à la prochaine élection, parce que je pense que CNews sera probablement un des médias les plus importants pour Alex. cette cause. Mon coup de cœur, c'est les petits supporters qu'on voit pas, qu'on a vu dans les stades, les petits supporters qu'on voit sur Instagram et sur Facebook, sur Twitter, qui donnent des petites infos et que moi je lis tout le temps. Donc je pense notamment à un qui s'appelle Paris dans la peau, qui donne plein d'infos. Il y en a pareil, il y en a à l'OM, mais je les regarde pas forcément, même si je respecte l'OM. Et mon coup de gueule, c'est plus un coup de tristesse, c'est par rapport à Bernard Tapie. On en parlait il y a quelques minutes, que j'ai vu hier pour une interview et qui dit qu'il est dans une phase compliquée. Ben voilà, on pense à lui parce que c'est quand même un grand monsieur du football. Messieurs, il nous reste 1 minute, c'est l'heure du quiz. Je vous propose ce soir de tester vos connaissances sur Mauricio. On dit Mauricio ? Mauricio, tu vois l'accent. Mauricio Pochettino. Messieurs, quels sont les joueurs qu'il a le plus utilisés lors de son passage à Tottenham ? Réponse éliminatoire, le cas échéant. Benjamin ? Harry Kane, qu'est-ce qu'il faut qu'il filme l'autre ? Harry Kane. Harry Kane. Dele Alli. Son. Ah là là. Son, c'est bon. Yoris. C'est toi, Harry Kane ? Non, moi j'ai dit Son. Moi. Ah, Son, Yoris, quel est Yoris ? C'est monsieur. Non, c'est moi. Ouais, c'est bon, Javier. GG, vas-y à moi. Dele Alli. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Eriksen. Ouais, premier Eriksen. On annonce au PSG. Ouais. Évidemment, monsieur. Je suis tenant du titre du quiz, je te préviens. Alderweireld. Undefeated. Non, ça c'est faux. Aurier. Non. Absolument pas. Tu sors. Exagéré non plus. Alderweireld, non ? Donc. Et c'est ça que j'espère que c'est ça qu'on Ah gagne si, cette si, fois. pardon, le dernier. Pardon. Mais Steve, il veut pas que je gagne. Si. Merde. Toby. Alors ? Qu'est-ce que c'est ? Toby, non. Toby, Qu'est-ce ouais. que c'est ? On n'entend pas. Toby. Toby. Non, mais Toby Alderweireld. Ouais, je vais le dire en fait. Alors ? Faut suivre. Mais il dit Toby, ça la fin. Ah ouais, d'accord, ok. Alors ? Benjamin ? Alors. Javier ? D'accord. Ah, Moussa Sissoko. Oh putain, ça c'est gagnant ça. Doucement, pas de gros mots sur Radio J. Pardon. Non. Moussa Sissoko. Non, perdu. Kane, ça a été dit, hein. Oui, ça a été dit, bien sûr. Pas Dembélé. Sanchez. Non, Sissoko, j'ai dit, hein. Moussa Sissoko. Non. Sanchez, non. Eh, Pep, oh. Il y a de la triche là. Lucas. Eric Lamela, Ben Davis, il nous reste 10 secondes et Eric d'ailleurs, non ? Très dur comme ça. C'est un peu dur, mais vous avez été bon. Je félicite Javier et Benjamin. Classico, c'est déjà fini pour ce soir. Javier Prieto Santos, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci dans à vous. Classico. Je vous recommande, chers lecteurs, d'acheter, de dévorer ce hors-série de ce foot consacré à Diego Maradona. C'est absolument extraordinaire. Il faut l'avoir dans sa bibliothèque. On se retrouve lundi prochain à 21h. En attendant, vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur notre site et en vidéo sur la page YouTube de Radio J. Tout de suite, la soirée continue en compagnie d'Avner Azoulay pour le Festival Oriental. À lundi prochain.